Je vous présente mon équipe du vendredi soir. Véronique Jacquier, journaliste, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Vincent Roy, journaliste et écrivain, bonsoir. Bonsoir Thierry. Nathan Dever, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Pierre-Henri Bovis, avocat, bonsoir. Bonsoir. Hanan Bakioui, secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale, bonsoir. Et j'ai le plaisir, et ça fait longtemps, d'accueillir Gauthier Lebret, notre journaliste politique et le nouveau présentateur de 100% politique. Qu'on retrouve à quelle heure ce soir ? 22h, c'est l'horaire du vendredi. Pas 21h, vous aurez 16 disputes et 22h, je suis là. Et on sera tous là, évidemment. Merci Gauthier d'être avec nous ce soir. On va donc commencer ce punchline par ce regain de tension entre la France et l'Algérie. Je vous le disais, l'objet de ces nouvelles tensions, il a un nom. Doualem, influenceur algérien. Est-ce qu'on doit l'appeler, le dénommer ainsi, influenceur algérien qui avait été expulsé, je le rappelle, vers l'Algérie après une vidéo appelant à la violence, expulsion hier. Eh bien, l'Algérie n'en a pas voulu. Retour à l'envoyeur. L'influenceur est depuis cette nuit à nouveau chez nous. Bruno Retailleau était à Nantes aujourd'hui. Il a vivement, mais vraiment vivement réagi. On en parle avec nos invités ce soir. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Il a 80 ans et il est malade. Est-ce qu'un grand pays, est-ce qu'un grand peuple peut s'honorer de maintenir en détention, pour de mauvaises raisons, quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est âgé? Et désormais, c'est ce ressortissant algérien, un influenceur, qui propageait sur la toile, sur les réseaux sociaux, la haine. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit. Et comme ministre de l'Intérieur, je ne veux rien laisser passer. Gauthier Lebret, il a raison de taper du poing sur la table parce que ça va jamais s'arrêter avec l'Algérie là. On monte à chaque fois d'une étape. Mais il faut arrêter de taper seulement du poing sur la table. Il faut agir. Il est temps d'agir. La question, c'est pourquoi on n'agit pas. Apportez la réponse à cette question et vous comprendrez peut-être beaucoup de la situation aujourd'hui de la France. Peut-être la même raison qui poussait Emmanuel Macron à ne pas aller à la marche contre l'antisémitisme. Vous voyez, cette grande prudence. Parce qu'on se fait humilier. On se fait humilier jour après jour par l'Algérie. D'ailleurs, je pense que Bruno Retailleau savait pertinemment ce qui allait se passer. Il n'y a pas eu de laissez-passer consulaire parce que pour cet homme, il y avait un passeport. Et quand vous avez un passeport, vous n'avez pas besoin de laissez-passer consulaire. C'était la même chose qui s'était passé, souvenez-vous, avec cette personne sous OQTF qui avait refusé de marier Robert Ménard à Béziers. Robert Ménard qui est maintenant poursuivi par la justice parce qu'il a refusé de marier une personne sous OQTF. On marche sur la tête, pour reprendre le nom d'une émission célèbre sur Europe 1. Donc il est temps maintenant d'arrêter de seulement dire ça suffit, il faut prendre des mesures de rétorsion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Baisser les visas, on l'a fait. Ça a duré 6 mois, c'était un coup de bluff. La France a cédé la première, on les a baissés de moitié. Faut plus un visa. Vous savez on a donné ces dernières années entre 110 et 130 millions d'euros à l'Algérie. On leur donne de l'argent, des dizaines de millions d'euros, et on se fait marcher dessus. Au nom de la coopération. Il faut couper évidemment cet argent d'aide au développement qu'on donne à Alger. Et ces mesures de rétorsion, ça vaut pour les OQTF, ça vaut aussi pour tenter de récupérer Boualem Sansal. On nous dit que, évidemment, alors il faut le savoir aussi, il y a un double discours total avec l'Algérie. Il y a ce qui se passe devant les caméras et il y a ce qui se passe en coulisses sur les questions de défense, sur les questions de terrorisme. Et c'est pas, évidemment, le même discours qu'on peut entendre de la part du régime de monsieur Tebboune. Donc voilà, c'est une volonté qui là dépend directement du président de la République de baisser les visas, puisque c'est le domaine réservé, c'est évidemment les affaires étrangères. Mais vous avez vu les informations de Jacques Serret d'Europe 1, qui dit que le Quai d'Orsay n'est pas du tout aligné sur le discours de Bruno Retailleau et qui est opposé à baisser les visas. Je pense qu'il va rien se passer, comme d'habitude. Comme d'habitude, il va rien se passer. Pierre-Henri Bovis. Nous arrivons aujourd'hui à un niveau de tension, si on prend l'histoire, jamais atteint. Mais jamais. Entre la France et l'Algérie. Jamais atteint. Entre effectivement Boualem Sansal qui est incarcéré, toujours. Entre là maintenant un refus sur le sol algérien d'un ressortissant qui pour le coup présente un trouble à l'ordre public manifeste, qui est d'ailleurs reconnu par le parquet. Alors après il fera appel, il y a des voies de recours, mais en tout cas le fait est qu'il y a un trouble à l'ordre public qui a été reconnu. Et évidemment, plus si on rajoute à cette addition déjà salée, elle est à peu près
près les 7000 obligations de quitter le territoire qui ne sont pas exécutées en raison de l'absence de coopération totale de l'Algérie. Donc là, il y a un sujet qui devient maintenant extrêmement brûlant, qui est de savoir comment on arrive à pacifier ces relations. Est-ce que la France doit rentrer dans un bras de fer, quitte à prendre effectivement, comme le dit Gauthier Lebret, des mesures coercitives, des mesures financières, des sanctions, que sais-je, pour asseoir aussi maintenant son autorité, ou est-ce qu'elle doit maintenant la pacifier sur la voie internationale? J'ai tendance à croire que la voie internationale me semble une impasse quand j'entends le président de la République tenir des propos très bancals sur l'Afrique. Et je me demande du coup dans quelle manière et quelle mesure Macron arrivera d'ici la fin de son mandat à pacifier les relations avec l'Algérie. Alors, comment agir? Par quel toute la moyen? question. Réponse de Bruno Retailleau qui s'est exprimé ce matin à Nantes. On l'écoute et on poursuit le débat. La France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Bon, à mon avis, le cap a été franchi depuis longtemps, me semble-t-il, Vincent Roy. Et il y a un éventail de mesures. On a hâte de les connaître. On l'a évoqué tout à l'heure avec Véronique Jacquier. Vincent Roy. Bon, écoutez, selon Bruno Retailleau, la messe est dite. Maintenant, Bruno Retailleau, c'est sur le sujet de l'Algérie où il veut se montrer inflexible, et je pense qu'il a raison car nous sommes humiliés. Bruno Retailleau, c'est combien de divisions? Je veux dire par là, est-ce qu'il va être suivi par son Premier ministre, et comme le rappelait Gauthier Lebret, est-ce qu'il va être suivi par le Quai d'Orsay? A priori, le Quai d'Orsay... Ça a l'air mal parti quand on écoute Gauthier Lebret. Est effectivement en revers de la main. Alors là, on va voir, ces deux surcroît, les questions internationales sont le domaine réservé du président de la République. On va voir là quelles sont les positions qui sont prises par le président de la République et par le Quai d'Orsay. Nous allons voir si monsieur Retailleau est suivi ou pas, et nous allons voir par conséquent si le président de la République et le gouvernement dans son entier sont capables de faire montre de courage et de cesser de se faire humilier par le gouvernement algérien, car comme je le répète à chaque fois, il faut faire un distinguo entre le peuple algérien et le gouvernement algérien qui détient aujourd'hui avec le plus grand arbitraire l'un de nos ressortissants français. Et puis il faut savoir, dernier point, si l'on est encore souverain chez soi, c'est-à-dire si l'on est capable de décider qui reste ou non sur le territoire national. C'est quand même une question qui me paraît absolument cruciale et qu'a tranché d'ailleurs d'une certaine façon Bruno Retailleau. Nathan Dever et Véronique Jacquier. Nathan Dever. Je voulais revenir sur ce que disait Gauthier, j'étais tout à fait d'accord. Le régime aujourd'hui algérien, le président Tebboune, il est né de la répression d'un mouvement populaire qui réclamait des libertés. Il est né d'une volonté de diminuer les libertés publiques. C'est pas étonnant si aujourd'hui le régime algérien n'a aucun problème à enfermer un écrivain qui pour délit d'opinion, écrivain français mais écrivain aussi algérien. Je reviens juste sur cette phrase, je le citais tout à l'heure, mais quand Rima Hassan disait récemment que Alger était la Mecque de la liberté, on se demande de quelle liberté il était question. Le régime algérien, c'est donc l'accumulation de l'autoritarisme, de la suspension des libertés, d'une sorte de mafia, en tout cas d'une caste d'oligarques qui captent toutes les richesses pour en priver son peuple, sachant que l'Algérie est un pays très riche en ressources naturelles. C'est un pays qui refuse de s'ouvrir sur la scène internationale, sinon avec des amitiés comme le fait de vouloir nourrir des amitiés avec M. Poutine, qui est un peu la stratégie aujourd'hui de M. Tebboune. C'est un régime qui entretient un antisémitisme d'État. Et c'est un régime, pour finir, qui refuse de prendre la direction qui a été celle du Maroc et qui en est très jaloux. Face à ça, les mesures que Gauthier a citées sont très importantes. Ça veut dire que Emmanuel Macron, en 2017, a fait une erreur d'analyse. C'est que quand il était candidat, il est allé à Alger pendant 3 jours. Il a rencontré tous les personnages importants du régime de l'époque. Et il s'est un peu...
pas couché, c'est un mot un peu trop fort, mais en tout cas, il a mis la France dans une position de faiblesse, de bras ouverts inconditionnels devant ce régime. C'était peut-être généreux comme position, mais qu'a fait ce régime? Il a estimé que quand la France tendait ses bras, il fallait l'écraser encore plus. La manière dont M. Macron a été reçu en Algérie, le grand rabbin de France a eu l'interdiction, enfin il a eu le Covid soi-disant, mais bon, en tout cas il n'a pas pu venir en Algérie. M. Macron a été houspillé dans les rues d'Oran. Enfin tout ça est absolument honteux. Et donc face à cela, il faut estimer que en effet, si demain le régime algérien ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et s'il veut avoir le beurre de la France, il faut aussi qu'il en ait un certain nombre de conditions, donc qu'il nous respecte, mais donc aussi qu'il respecte son peuple. Parce que, et je finis là-dessus, ce qu'a dit Vincent est central, les premières victimes du comportement du régime algérien, c'est le peuple algérien, dont les perspectives d'épanouissement sur son pays, c'est-à-dire dont les perspectives d'indépendance concrète, ne sont pas aujourd'hui respectées par ses dirigeants. Le mot de la fin, juste avant la pause pub, Véronique Jacquier. Deux choses. D'abord, l'avenir est sombre pour les Algériens qui vivent en Algérie parce que la situation politique ne va pas s'arranger. Et on voit qu'elle se radicalise avec la France. Donc Bruno Retailleau a raison d'avoir un comportement aussi martial et de montrer les muscles. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre des mesures de rétorsion, abroger l'accord de 1968 qui fait que les Algériens ont un traitement de faveur en France, supprimer les passeports diplomatiques qui fait que les potentats algériens peuvent venir se faire soigner gratuitement en France, vont revenir sur la politique des visas, etc. Tout cela a été évoqué. Ça, c'est une première chose. Il y a vraiment maintenant un antagonisme de nation à nation et ça devient de plus en plus grave. Donc il va falloir que ça ne concerne pas simplement Bruno Retailleau ou des politiques qui montent au créneau, d'ailleurs, pour demander des mesures de rétorsion comme David Lisnard. Il va falloir que ça aille vraiment au niveau du président de la République. Or, pardonnez-moi, je pense qu'on n'a rien à attendre d'Emmanuel Macron de ce côté-là. C'est bien pour ça que le climat va être de plus en plus délétère, puisque pendant sa campagne de 2017, il est allé en Algérie se coucher devant le régime algérien en disant que la colonisation française était un crime contre l'humanité. Et quand il s'est adressé, après les propos du président Tebboune, qui le 29 décembre accuse la France de génocide en Algérie, il n'a rien d'autre à dire que « nous aimons les Algériens, nos deux peuples s'aiment », etc. Non, mais il faut sortir de ce contexte émotionnel pour vraiment faire de la politique. Pardonnez-moi, mais là, ça devient très grave. Ce qu'il a fait avec le Maroc, c'était quand même une manière de porter un coup au régime algérien. Oui, d'accord, mais on a le droit encore de dire ce qu'on veut, y compris au niveau des Marocains. C'est rare d'avoir un président qui a réussi dans son mandat à se fâcher à la fois avec l'Algérie et le Maroc. Il avait priorisé l'Algérie. Il s'est réconcilié un peu avec le Maroc. Maintenant, il priorise le Maroc. D'ailleurs, j'attends, on a eu des contrats effectivement en contrepartie de la reconnaissance du Sahara occidental pour le Maroc. Vous avez vu les OQTF bondir, les laissez-passer consulaires marocains bondir? Non. Toujours pas, on attend. Et je voulais juste rajouter un dernier argument à tout ce qu'on vient de dire. On nous dit, ceux qui ne veulent pas prendre les mesures de rétorsion, notamment le Quai d'Orsay, nous expliquent il y a deux choses qui nous empêchent de prendre des mesures de rétorsion, le terrorisme et les renseignements, très bien, et le gaz. Je veux juste rappeler, quand il s'est agi de fermer le robinet de gaz russe, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a même eu aucun problème aussi d'aller, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, d'aller pactiser avec le dictateur Aliyev de l'Azerbaïdjan, qui est en train de massacrer les Arméniens. Donc ce deux poids, deux mesures, ça va bien. Et en plus, le pire, c'est qu'on a appris que le gaz de l'Azerbaïdjan provenait en fait de la Russie. Donc c'est de la tartufferie pure. Si on veut arrêter avec le gaz algérien, on le peut, comme on l'a fait avec la Russie. Au bout d'un moment, il faut choisir ses priorités. Et je rappelle que les OQTF sont parfois dans des affaires bien sombres. On marque une pause publicitaire, je vous donne la parole juste après, on se retrouve dans quelques instants. Vous savez où il va être cet influenceur? Dans un centre de rétention administrative. Oui. Et vous savez qu'il y a des délais. Il y a des délais. Et donc on va sortir et on va le mettre dans un hôtel. Et il sera pas dans cet hôtel et il sera dans la nature. Et vous savez quelle est la nationalité la plus représentée dans les centres de rétention administrative? L'Algérie. L'Algérie. On en parle dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Il est 18h20, merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour votre Punchline Weekend, toujours à mes côtés pour commenter cette actualité assez chargée, il faut bien le reconnaître, en ce vendredi soir. Véronique Jacquier toujours à mes côtés, Vincent Roy toujours là, Nathan Dever toujours là, Pierre-Henri Bovis toujours là, Hanan Bakioui, secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale toujours là, et Gauthier Lebret, plus que jamais,
Présent. Plaisir, Thierry. Plaisir partagé. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés. On parlait de cet influenceur Doualem, évidemment, on l'évoquait. Retour à Casepa, retour en France, retour dans un centre de rétention administratif. Et devinez quelles sont les communautés les plus représentées. Eh bien, ce sont les Algériens. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est la première population immigrée sur le territoire national. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit eux qui soient les plus représentés dans les centres de rétention administrative. Rien d'étonnant non plus, parce que en vertu de l'accord du 27 décembre 1968, ils ont un traitement de faveur pour venir dans notre pays, c'est-à-dire un regroupement familial qui est favorisé, obtention de la carte de séjour qui est beaucoup plus rapide. Enfin bon, il y a vraiment des façons de rester en France. Vous vous rendez compte, on a toujours les accords de 68. Alors, toujours. Édouard Philippe, qui a quand même été Premier ministre, veut maintenant les dénoncer quand il change de costume et qu'il devient présidentiable. Mais donc, on donne des dizaines de millions d'euros. On les favorise grâce à un accord de 68 et on se fait marcher dessus. On se fait humilier. Mais enfin, c'est pas possible. Et sur les CRA, effectivement, cet individu va dans un CRA, centre de rétention administrative. Ça dépend du magistrat, la durée. Combien de temps ? Voilà. Et puis, il y a une durée maximale de 90 jours. Après, vous pouvez être assigné à résidence dans un hôtel. Personne ne vérifie si vous restez dans cet hôtel. Je rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé pour le tueur de Philippines. Exactement. Il est sorti du CRA, il était dans un hôtel payé par le contribuable français. Il n'était pas du tout dans sa chambre d'hôtel, il était dans la nature. Bon, donc c'est insupportable. On sait très bien comment tout ça va terminer. Déjà, c'est heureux qu'on ait trouvé une place en CRA. Je rappelle que pour les Algériens qui ont braqué une pharmacie et puis un chauffeur VTC, ils n'étaient pas en CRA parce qu'il n'y avait pas de place avant que la justice se réveille au bout de la énième récidive. Donc tout ça est un jour sans fin. Sans fin, voilà. On va écouter les explications de Juliette Sadat et je vous donne la parole juste après Hanan Bakioui. En 2023, ce sont près de 17 000 personnes qui sont enfermées dans des CRA partout en France. Attention, toutes ces personnes ne font pas l'objet d'OQTF. Il existe aussi des personnes sous ITF, interdiction de territoire français, même si les OQTF constituent quand même la grande majorité des mesures d'éloignement à l'origine de ce placement en CRA. Les principales nationalités représentées sont d'abord les Algériens, 33,2%, viennent ensuite les Tunisiens et les Marocains, 11%, et 10,5%. Ce qu'on constate aussi, c'est que si ces personnes de nationalité algérienne, marocaine et tunisienne sont majoritaires en CRA, il s'agit en réalité des personnes pour lesquelles les taux d'éloignement sont finalement assez faibles. Seul un ressortissant algérien sur 4 quitte le territoire français, alors même que ce sont eux qui effectuent les plus longs séjours dans ces centres de rétention. Par exemple, chez les Albanais, qui sont la 4e nationalité représentée, c'est 80% qui effectivement finissent par quitter le territoire, et ça s'explique par une plus grande coopération de l'Albanie pour faciliter cet éloignement, donc accueillir de nouveau ces ressortissants. Hanan Bakioui, votre analyse et votre regard sur ce constat que vient de nous faire Juliette Sadat. Mais il y a une vraie problématique de place au niveau des CRA. Bah oui. Les CRA sont submergés, ils sont, il y a plus de place, et puis sans compter qu'il y a un manque d'effectifs criant. Récemment, à Nîmes, il y a eu un article dans un journal local dans lequel était mentionné qu'il manquait 60 fonctionnaires au CRA de Nîmes. Donc beaucoup de CRA à la fois souffrent de place, mais également d'effectifs pour pouvoir justement assurer le bon fonctionnement de ces services-là. Pierre-Henri Bovis, j'allais dire influenceur, et ça m'agace de dire influenceur quand on parle de Doualem, parce que je trouve que le terme n'est pas approprié. Délinquant. Ouais, mais le terme n'est pas approprié. Et en fait, ils font de l'influence. Ils font de l'influence, mais c'est autre chose pour moi. Mais 2 milliers de personnes, hein, donc oui, il a une certaine influence. Oui, une certaine influence. Positive ou négative. Mais je trouve que ça ne correspond pas. Enfin, ça correspond pas à ça. Enfin, c'est mon regard et mon opinion. C'est pas un Instagrammeur, ouais, si vous voulez. Voilà, on va dire ça, si vous voulez. C'est ça. C'est pas un TikToker. C'est pas un TikToker. Voilà, c'est pas un TikToker. C'est autre chose. Ça peut angéliser un peu le profil, effectivement. Oui, ça change un peu les choses parce que je trouve que quand on dit influenceur, bon, voilà. C'est assez. Ils vendent pas des produits de beauté, oui. Il y a une question. Vous avez compris là où je voulais en venir. Il y a quand même une question que personne ne pose, qui me paraît absolument cruciale. Nous sommes un pays absolument magnifique. À preuve, les Algériens depuis des années veulent venir vivre chez nous. Il y a quand même un phénomène.
Non mais si l'Algérie était si magnifique, et notamment avec ce régime dont j'ai beaucoup parlé, effectivement, on doit représenter, vu que les Algériens vivent sous le joug du gouvernement Tebboune, évidemment, on peut représenter pour eux un pays de liberté. Bon, mais il y a longtemps qu'ils viennent chez nous. La preuve, on a favorisé, depuis les accords de 68, après la guerre, on a favorisé le fait qu'ils viennent chez nous. Et après, on découvre finalement que l'eau chaude brûle, parce qu'on se dit, ah bah oui, dans les CRA, il y a plus d'Algériens. Évidemment, puisque c'est la première population que l'on reçoit. Pourquoi est-ce que les Algériens, je parle pas de ceux de l'année dernière qui veulent venir ici, mais pourquoi il y a 10 ans, les Algériens voulaient-ils venir chez nous? Mais cher Vincent, je pose la question. Nathan Dever et ensuite... C'est quand même une question centrale dans le débat. J'ai une dans réponse, cette belle révolte qu'a été le Irak, une des premières revendications du peuple algérien, j'ai cité tout à l'heure le départ du président Bouteflika, purement circonstanciel, mais il y avait surtout le fait d'être heureux chez eux. L'Algérie est un des pays extrêmement jeunes, je crois qu'il y a 70% des gens qui ont moins de 30 ans ou 35 ans, donc c'est un pays extrêmement jeune, avec extrêmement peu de perspectives d'épanouissement civique, économique et professionnel, pour la raison qu'on a indiquée, ça veut dire une mafia qui s'approprie quasiment toutes les richesses. Et cette revendication du Irak, qui était de dire nous voulons pouvoir réussir notre vie chez nous et ne pas avoir besoin d'émigrer pour trouver des perspectives d'épanouissement. Ce qui est triste, c'est que ça aurait dû. On aurait dû avoir les oreilles qui s'en Et je trouve que la France aurait dû soutenir le Irak. Il ne s'agissait pas de faire venir des tanks à Alger, mais il s'agissait même par des positions diplomatiques de dire, de la part du président de la République, de la part du Quai d'Orsay, de dire ce mouvement est beau parce qu'il demande la liberté, il demande l'égalité et on le soutient. Oui, parce la France n'a pas fait ça et elle a plutôt soutenu le régime contre le peuple. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais imaginez qu'un autre pays, qu'une population, une autre population dise mais on manque d'épanouissement, etc. Et ils vont tous venir. Véronique Jacquier et Pierre-Henri Bovis. Véronique Jacquier. Est-ce qu'on a l'impression quand même dans les relations entre la France et l'Algérie qu'on n'est jamais sorti de la guerre d'Algérie? Absolument. L'accord du 27 décembre 1968 est une nouvelle mouture des accords de 62 où on avait mis en place une libre circulation pour les pieds noirs en se disant ils vont vouloir circuler entre la France et l'Algérie. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fait les plus d'1 million de pieds noirs sont rentrés tout de suite après 1962 et donc en fait cet accord de 1962 n'a à l'époque profité qu'aux Algériens. C'est pour ça qu'il a été renégocié en 1968. Mais déjà, à l'époque, les Algériens ont imposé le là. Ils ont dit, ah d'accord, on va renégocier, mais ça va être à notre façon. Et c'est pour ça qu'on leur a accordé pas mal de largesse. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy a voulu renégocier ces accords quand il était président de la République. Et là, les Algériens ont fait comme ils essayent de faire en ce moment, c'est-à-dire, ah attention, nous, on va plus jouer le jeu sur le terrain du terrorisme. Et donc, on a laissé tomber. Donc, c'est jamais du gagnant-gagnant. C'est du perdant pour la France et c'est encore du gagnant pour eux. Attention sur les influenceurs. Effectivement, le mot n'est pas le bon. Mais non, c'est pas le parce que bon nombre se présentent comme des agents dormants, comme des soldats numériques. Et là, on parle de 3 ou 4 influenceurs qui ont été mis en exergue par Bruno Retailleau, mais il y en a des centaines comme eux sur les réseaux sociaux qui tiennent le même discours. Donc en fait, pour Bruno Retailleau, c'est une sacrée bataille qui commence. Pierre-Henri Bovis, le mot de la fin sur le sujet, juste avant le justement, je rejoins ce que dit Véronique Jacquier, parce que justement, l'Algérie était française, et on a l'impression que nous ne sommes pas encore sortis véritablement de la guerre d'Algérie. Alors, c'est qu'il y a un devoir de mémoire à faire, est-ce qu'il y a un solde à faire? C'est toute la question, mais effectivement, nous ne sommes pas sortis de cette guerre-là, puisque ces accords, les accords de 68, c'est exactement ce que je voulais dire. D'ailleurs, c'est marrant, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais on a remodelé les accords de 62 et nous ne sommes pas vraiment sortis, encore une fois, de ce conflit.